Et puis, j'ai été touché à la jambe et c'était assez grave pour que je sois renvoyé chez moi. Je pense que j'ai probablement eu des rôles parce que j'étais grand. James Arness semblait être le parfait héros américain dans Gunsmoke pendant 20 ans. Mais derrière l'insigne se cachait un homme noyé dans les secrets. 1975. Il a tenté de mettre fin à ses jours avec le même type d'arme qui l'avait rendu célèbre. Sa fille venait de se suicider. Son ex-femme suivrait 2 ans plus tard. Et ce n'était même pas son moment le plus sombre. Une fortune pétrolière cachée, une blessure de la Seconde Guerre mondiale qui l'a presque tué, et une querelle avec sa co-star qui a presque détruit la série. Aujourd'hui, nous dévoilons la vérité sur l'homme qui a dupé l'Amérique. James Arness est né le 26 mai 1923 à Minneapolis, dans le Minnesota. Son père, Ralph Sircaller Arness, était un homme d'affaires et sa mère, Ruth Duller, travaillait comme journaliste. Leur famille était d'origine norvégienne et allemande. La maison des Arness était remplie des sons du norvégien parlés par les anciens, et l'odeur des plats traditionnels emplissait souvent l'air. La Grande Dépression les a durement touchés. L'entreprise de Ralph a eu du mal, alors les revenus de Ruth, tant que journaliste, ont aidé à les maintenir à flot. James a grandi avec un fort sens du devoir et de la ténacité. Ses premières expériences et son héritage l'ont façonné l'homme qui allait un jour incarner le Marshal Matt Dillon pendant 20 ans dans Gunsmoke. Le grand-père de James, Peter Arsenaise, est venu d'Amérique de Norvège, 1887. Comme beaucoup d'immigrants, il a changé le nom de famille d'Arsens Arness pour mieux s'intégrer. Ce petit changement a amorcé un schéma de réinvention qui allait résonner à travers la famille. Des années plus tard, le frère cadet de James, Peter, irait encore plus loin. Lorsqu'il est entré dans le show business, il a choisi le nom de Peter Graves, essayant de sortir de l'ombre familiale et de se faire un nom. Les 2 frères ont trouvé le succès, mais de manière très différente. Enfant, James n'a jamais rêvé de devenir acteur. Il n'aimait pas être sur scène et ne jouait dans les pièces d'école que lorsque les enseignants le poussaient à le faire. Ce qu'il voulait vraiment, c'était prendre la mer. Il s'imaginait marin, à la poursuite de l'aventure comme les explorateurs norvégiens qu'il admirait. Ce rêve a pris fin lorsque la marine l'a rejeté parce qu'il était trop grand. Avec ses 2 maîtres, James ne rentrait pas dans les quartiers exigus des navires ou des sous-marins. Au lieu de cela, mars 1943, il fut enrôlé dans l'armée et envoyé à Fort Snelling. Sa taille, qui avait autrefois été la source de taquineries sans fin, ses camarades de classe, lui demandant souvent « Quel temps faux fait-il là, ça ?» devint alors quelque chose que l'armée considérait comme utile. L'expérience de James à la guerre fut brutale. Le 22 janvier 1944, pendant le débarquement d'Anzio, Italie, sa taille le plaça au premier rang du danger. On lui ordonna d'être le premier homme à descendre de la barge de débarquement afin qu'il puisse patauger dans l'eau et vérifier sa profondeur. L'armée pensait que si l'eau ne lui atteignait que la taille, les hommes plus petits derrière lui seraient sécurité. Ce jour-là, 36 000 hommes débarquèrent et les combats furent acharnés. À peine plus 10 heures plus tard, la chance de James tourna. Au cours d'une patrouille nocturne dans un vignoble, des tirs de mitrailleuses allemandes lui traversèrent la jambe droite. D'une manière ou d'une autre, il réussit à sauter par-dessus une rangée de vignes alors même qu'une grenade explosait à proximité et le projetait au sol. Il resta allongé là pendant des heures avant que les secours n'arrivent. Les blessures brisèrent sa jambe, le laissant avec une claudication et des douleurs chroniques pour le reste de sa vie. Malgré la douleur, James ne parlait pas beaucoup de ses blessures. Il reçut l'étoile de bronze pour héroïsme, le cœur pourpre pour ses blessures et plusieurs autres médailles, dont la médaille de la campagne américaine, la médaille de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et l'insigne de combattant d'infanterie. Pourtant, il portait le poids, peu de ses honneurs discrètement. L'armée ne lui a même remis certaines de ses médailles que 2000. Il a vécu avec la douleur, même lorsque cela rendait le travail difficile. Mais à l'écran, il ne laissait jamais rien paraître.
Il devint l'image du héros de l'Ouest dur à cuire, même si chaque pas lui rappelait le prix de cette image. 1945, James Arness revint de la Seconde Guerre mondiale avec sa vie suspendue à un fil. Il avait servi comme fusilier dans l'armée américaine et avait été grièvement blessé à Anzio, Italie. Les médecins l'ont emmené d'urgence dans un hôpital de Clinton, dans l'Iowa. Pendant des mois, il a enduré un traitement atroce. Chaque jour était une bataille. Pendant ce temps, son jeune frère, Peter Graves, lui rendit visite. Peter deviendrait plus tard célèbre à part entière. Mais ce jour-là, il voulait simplement aider son frère à trouver un nouveau but. Il suggéra quelque chose que James n'avait jamais envisagé. Il lui dit d'essayer la formation à la radio à l'Université du Minnesota. Peter pensait que la voix grave de James serait parfaite pour le travail à la radio. Au début, James n'y pensait pas beaucoup. Son seul objectif était de se rétablir et de revivre une vie normale. Mais l'idée est restée dans son esprit. Bientôt, il s'inscrit au programme de radio respecté de l'université. Cette étape, née de la tragédie, le mettra sur la voie de devenir une légende de la télévision. Après avoir terminé sa formation radio, James a trouvé du travail comme annonceur radio à Minneapolis. Sa voix était riche et stable. Les gens la reconnaissaient à l'antenne. Mais 1946, le destin frappa à nouveau. Un ami d'enfance l'invita à Hollywood. L'ami promit qu'il pourrait gagner de l'argent supplémentaire travaillant comme figurant de cinéma. James n'avait aucun rêve de devenir acteur. Il se considérait comme un homme de radio, mais la chance d'une nouvelle aventure était trop tentante pour y résister. Il partit pour la Californie avec une valise et de la curiosité. À Hollywood, il a travaillé comme figurant pour 25 $ par jour. Il se fondait dans les scènes de foule. Il se tenait à l'arrière-plan. Le travail était dur et l'avenir était incertain. Pourtant, il a commencé à apprendre comment fonctionnait le monde du cinéma. Ce qui avait commencé comme un moyen de gagner sa vie s'est transformé la première étape vers une carrière durable à l'écran. Voulant améliorer ses compétences, James s'inscrit à la Bliss Hayden Theatre School à Beverly Hills. Harry Hayden, un acteur et professeur respecté, devint son mentor. James travailla dur, mais il ne se voyait toujours pas comme une future star. Un soir, alors qu'il jouait dans une pièce étudiante, quelque chose d'inattendu se produisit. Dans le public se trouvait l'agent artistique Leon Lance. Il remarqua James tout de suite. Avec ses 2 mètres, James se démarquait. Mais ce n'était pas seulement sa taille. Sa présence sur scène était puissante. Après le spectacle, Leon approcha James et lui proposa de le représenter. Cette rencontre changea tout. Grâce à Leon, James commença à obtenir des auditions et de petits rôles. Un rôle mena à un autre, et bientôt, il se dirigea vers le rôle qui allait définir sa carrière, le Marshal Matt Dillon dans Gunsmoke. 1947, James décrocha son premier grand rôle au cinéma. Il joua un fermier suédois dans The Farmer's Daughter, aux côtés de Loretta Young. À cette époque, il utilisait encore son nom de naissance, James Arness. Le réalisateur H.C. Potter suggéra un petit changement. Il dit à James de supprimer le « U » de son nom de famille. Cela rendrait le nom plus simple à retenir pour les gens. Et ainsi, James Arness devint James Arness. Ce film devint un succès. Loretta Young remporta même un Oscar de la meilleure actrice. Le rôle de James était petit, mais les gens le remarquèrent. Ce petit changement dans son nom fit partie de son identité de star. Une autre chose à propos de James pourrait vous surprendre. Il était naturellement blond, mais à cette époque, Hollywood croyait que les cheveux foncés rendaient un homme plus fort et plus héroïque. James devait donc se teindre les cheveux foncés pour obtenir des rôles de premier plan. C'était un petit prix à payer. Et avec ce changement, il entra pleinement dans l'image du héros américain classique. La vie de James Arness changea en 1952 lorsqu'il rejoignit la société de production de John Wayne. La société s'appelait Bad Jack, bien que beaucoup l'appelaient Bad Jack.
c'était l'un des plus grands noms d'Hollywood pour les westerns et les films d'action. Entre 1952 et 1955, Arness joua dans 4 films majeurs avec Wayne. Il s'agissait de Big Jim McLean, 1952, Hondo et Island in the Sky, 1953, et The Sea Chase, 1955. Arness, qui mesurait 2 mètres, apparaissait comme une figure forte et fiable. Le public l'adorait. Wayne vit qu'Arness n'était pas seulement grand et dur. Il pouvait aussi jouer avec subtilité. C'est pourquoi Wayne continua de le choisir pour des rôles importants. L'un de ses films, Hondo, a été tourné 3D. Il a rapporté plus de 4 millions de dollars au box-office à l'époque où un billet ne coûtait qu'environ 50 cents. Ces films ont été d'énormes succès, partis grâce à Warner Brothers, qui s'est assuré qu'ils soient vus dans tout le pays. Ce chapitre de la carrière d'Arness l'a placé dans la Ligue des stars de cinéma et a préparé le terrain pour la suite. Wayne n'était pas seulement un patron pour Arness. Il est devenu un mentor et un ami. Wayne croyait qu'Arness avait quelque chose de spécial que Hollywood avait manqué. Il a présenté Arness aux meilleurs réalisateurs et producteurs. Il l'a même aidé à apprendre le côté commercial du métier d'acteur. Wayne croyait tellement Arness que, 1956, il a produit Gun the Man Down, juste pour lui donner un rôle principal. Mais leur amitié a heurté un mur. Lorsque Wayne a commencé à travailler sur Alamo, il comptait sur Arness pour rejoindre le casting, mais Arness a dit non. À ce moment-là, Arness était un grand nom à la télévision et il ne voulait pas risquer sa place. Wayne se sentit trahi. Il pensait avoir aidé à faire d'Arness une star pour être laissé de côté. L'amitié ne s'est jamais complètement rétablie après cela. 1954, CBS a offert à Arness le rôle principal dans une nouvelle émission de télévision appelée Gunsmoke. Arness était incertain. À l'époque, les acteurs considéraient que la télévision comme un pas arrière par rapport au film. Il réussissait bien dans les films et il craignait que passer à la télévision ne ruine sa carrière. Dans une interview de 1989, Arness a déclaré que cela semblait drôle maintenant, mais que 1954, la télévision n'était qu'une petite boîte avec une image floue. Il ne savait pas si cela valait la peine. Il ne voulait pas que les gens pensent qu'il avait fini dans les films avant même d'avoir atteint son apogée. La dernière poussée est venue de Wayne. Arness alla le voir pour obtenir des conseils, toujours incertain de quitter le cinéma pour la télévision. Wayne lui dit que prendre le rôle de Matt Dillon était la décision intelligente. Wayne croyait que la télévision était sur le point de devenir énorme. Ces paroles importaient à Arness. Wayne avait un œil vif pour le talent et le sens des affaires. Arness a dit plus tard que l'opinion de Wayne avait fait pencher la balance. Il faisait confiance à Wayne et a accepté le rôle, sans jamais imaginer l'ampleur qu'il prendrait. Le 10 septembre 1955, Gunsmoke a été diffusé pour la première fois. Mais avant le début de l'émission, les téléspectateurs ont vu quelque chose qu'ils n'attendaient pas. John Wayne est apparu sur leurs écrans. Vêtu d'un équipement de cow-boy, Wayne a présenté Arness au public. Il leur a dit qu'Arness était sur le point de devenir une star et a loué Gunsmoke comme une émission honnête et adulte. Cette introduction a donné à Arness un respect instantané et l'a distingué de tous les autres acteurs de télévision de l'époque. Les acteurs ne savaient même pas que Wayne allait le faire. Cette initiative a aidé Gunsmoke à devenir un succès. James Arness est devenu une légende jouant le Marshal Matt Dillon dans Gunsmoke, un rôle que personne n'a égalé à la télévision américaine. L'émission a commencé le 10 septembre 1955 et s'est terminée le 31 mars 1975. Cela fait 20 ans. Arness est apparu dans les 635 épisodes. Aucun autre acteur dramatique prime-time n'a fait cela. L'émission a commencé comme une série noir et blanc d'une demi-heure. Plus tard, elle a été étendue à 1 heure complète couleur. Alors que d'autres acteurs allaient et venaient, Arness est resté. Pendant 2 décennies, il a été le cœur de Dodge City. Gunsmoke a survécu à 30 autres westerns.
le nom d'Arness est devenu un symbole de la justice frontalière. La fin des années 1950 a été l'âge d'or des westerns télévisés, et Gunsmoke les a tous dominés. De 1957 à 1961, c'était l'émission numéro 1 Amérique. 4 années au sommet, plus de 18 millions de personnes ont regardé chaque épisode. C'était énorme à l'époque. L'émission a façonné la culture, de la façon dont les gens s'habillaient à la façon dont ils parlaient. Lorsque CBS a tenté de l'annuler en 1967, le public a réagi. Même les familles des dirigeants de CBS se sont jointes au tollé. Le réseau a changé d'avis. Gilligan's Island a été annulé à la place. Arness est devenu un nom familier. Gunsmoke a conservé sa place dans le top 10 pendant la majeure partie de sa diffusion. Le succès de l'émission et la présence d'Arness ont fait revenir les fans. Arness n'est pas seulement devenu célèbre, il est devenu riche. 1970, il avait gagné environ 30 millions de dollars grâce à Gunsmoke. Ajusté pour aujourd'hui, cela représente environ 230 millions de dollars. Et c'était avant les 5 dernières années de la série et les téléfilms. À un moment donné, il gagnait 20 000 dollars par épisode. Aujourd'hui, cela représenterait environ 150 000 dollars par épisode. Ses gains, grâce à Gunsmoke, étaient plus élevés que ce que John Wayne a gagné pendant toute sa carrière cinématographique. Arness savait comment gérer les affaires. Il a obtenu une part des bénéfices. TV Guide a qualifié Gunsmoke de l'émission la plus rentable jamais mise film. Arness ne s'est pas arrêté au métier d'acteur. Il a produit lui-même 32 épisodes. C'était rare pour un acteur principal à l'époque. Tant que producteur, il a aidé à décider du budget et de l'orientation créative. Il avait un pouvoir coulisse qui lui donnait un levier avec CBS et l'aidait à assurer sa part des bénéfices. Ces décisions intelligentes ont maintenu Gunsmoke vie à travers les époques et les goûts changeants. Lorsque Gunsmoke s'est terminé en 1975, Arness N avait pas fini avec Matt Dillon. De 1987 à 1994, il est revenu pour 5 téléfilms. Gunsmoke, retour à Dodge et se sortit premier 1987. Puis sont venus The Last Apache, 1990, The Last Man, 1992, The Long Ride, 1993 et One Man's Justice, 1995. Arness a joué Matt Dillon sur 5 décennies. Les films ont ravi les anciens fans et ont attiré de nouveaux. Peu d'acteurs sont restés liés à un seul rôle aussi longtemps ou l'ont fait aussi bien. Milburn Stone ne pouvait pas supporter James Arness pendant les 3 premières années de Gunsmoke. Stone, qui jouait Doc Adams, jouait depuis des années. Il prenait son travail au sérieux. Il arrivait à l'heure, connaissait ses répliques et restait concentré. Mais Arness le rendait fou. Arness arrivait retard. Il sifflait ou faisait des bruits stupides pendant les répétitions. Il ne s'excusait jamais. Stone était tellement frustré qu'il a dit un jour « J'avais l'impression qu'il n'avait pas sa place dans ce métier. » Stone détestait travailler avec lui. La tension ne s'est pas dissipée. Tout le monde sur le plateau était au courant. La mauvaise entente entre eux n'était un secret pour personne. Cela a duré jusqu'au jour où les choses ont explosé. C'est arrivé lors d'un moment de tension sur le plateau. Arness était de nouveau retard. Stone a finalement craqué. Devant les acteurs et l'équipe, Stone a crié « J'ai lu mon contrat, et il n'y a rien dedans qui dise que je dois te mettre des couches ou t'attendre. Et si jamais tu arrives retard, mon pote, tu auras 2 choses à expliquer. Non seulement où tu étais, mais aussi où je suis allé. » Les mots ont fait de mouche. Traiteux Arness d'homme qui avait besoin de couches a montré à quel point Stone avait peu de respect pour lui. L'équipe a regardé Arness se figer. Ses dents ont commencé à claquer, une habitude nerveuse qu'il avait. C'était un moment que personne n'a oublié. Ce qui est arrivé ensuite a choqué tout le monde encore plus. Arness n'a pas riposté. Il ne s'est pas mis colère. Il a regardé Stone et a dit « Milburn, tu as tout à fait raison. » Cette seule phrase a tout changé. Stone n'arrivait pas à y croire. Au lieu d'aggraver les choses, l'honnêteté et l'humilité d'Arness ont mis fin à la querelle. À partir de ce jour, les deux sont devenus proches.
Stone a admis que le moment avait profondément embarrassé Harness, mais il a également dit que cela lui avait valu son respect. Ils ont travaillé ensemble comme de vrais partenaires après cela. Stone a même loué le jeu d'acteur d'Harness, le qualifiant de classique. Ce clash avait transformé une mauvaise relation de travail l'un des liens les plus forts de l'émission. Mais tout le monde n'a pas changé d'avis sur Harness. Clint Walker, qui a joué dans Cheyenne, a conservé son aversion pendant des décennies. Walker venait d'un milieu ouvrier. Il était amical, terre à terre et fier de l'être. Il pensait qu'Harness semblait froid et plein de lui-même. Ce sentiment n'a fait que croître à mesure que leurs carrières ont pris des directions différentes. Cheyenne est entré dans l'histoire tant que premier western d'une heure à la télévision, mais il n'a duré que 7 saisons. Walker a dû faire face à des batailles de studio et à des combats contractuels tout au long de son parcours. Pendant ce temps, Gunsmoke a duré 20 ans. Harness est devenu une légende. Walker pensait que Harness avait eu la tâche facile grâce à l'aide de John Wayne et aux bonnes relations. Ils ne se sont jamais réconciliés. Ils n'ont jamais partagé la même scène. Ils n'ont jamais fait d'interview ensemble. L'amertume de Walker ne se limitait pas à l'envie de carrière. Il s'agissait d'années de sentiments d'être négligés et comparés. C'est devenu l'une des rivalités les plus durables de la télévision classique. Le comportement d'Harness hors caméra a ajouté à son aura de mystère. Il détestait les projecteurs. Les journalistes n'étaient pas autorisés sur le plateau de Gunsmoke. Il ne voulait aucune presse du tout. À un moment donné, il a même offert à un agent de publicité 20 000 $ par an juste pour que son nom ne figure pas dans les journaux. Harness a sauté les cérémonies de remise de prix. Il a refusé d'aller aux fêtes de SAS de l'Écoop. Quand il se présentait, il partait tôt. Il préférait la paix de son ranch près de Santa Barbara. Il ne donnait pas d'interview. Il ne se souciait pas de la gloire. Les gens l'appelaient la Greta Garbo de Dodge City. Et à sa manière discrète, c'est exactement ce qu'il était. James Harness, la figure imposante surtout connue comme le Marshal Matt Dillon dans Gunsmoke, a vécu une vie que peu de gens ont jamais vue. Bien avant que son nom ne devienne célèbre, il n'était qu'un jeune homme courant après les vagues le long de la côte californienne. À la fin des années 1940 et au début des années 1950, on pouvait trouver Harness à San Onofre, vivant dans sa voiture ou dormant directement sur la plage. Les gens l'appelaient un vagabond de plage. Il faisait des petits boulots quand il avait besoin d'argent, juste assez pour l'essence ou la nourriture. Ses journées tournaient autour de l'océan, les marées guidant chacun de ses mouvements. Le surf lui donnait une liberté que Hollywood ne pourrait jamais offrir. Bronzé, non rasé et épais, il était loin de la star soignée qu'il allait devenir. Cette passion pour l'océan ne s'est pas arrêtée avec James. Son fils Ralph Harness, né 1952, partageait le même amour pour la mer. À seulement 18 ans, Ralph a choqué le monde du surf. 1970, à Bells Beach, Australie, il a battu les meilleurs pour devenir champion du monde de surf. Peu l'avaient vu venir. Il n'était pas bien connu sur la scène mondiale, mais son style intrépide a remporté la victoire. La victoire a ressemblé à un hommage à l'esprit d'aventure de son père, mais la joie n'allait pas durer éternellement. La mère de Ralph, Virginia Chapman, est décédée 1967. Ralph a également été confronté à de nombreuses batailles personnelles après cela. Pourtant, sa victoire 1970 reste l'un des moments les plus étonnants de l'histoire du surf. James n'aimait pas seulement l'eau, il aimait aussi le ciel. Après la Seconde Guerre mondiale, où il avait été blessé à Anzio, James a découvert le vol. Cela lui a donné le même frisson que l'océan lui avait procuré. Il a obtenu sa licence de pilote et a possédé plusieurs avions, dont un Beechcraft Baron. Le vol lui offrait intimité et paix. Il s'envolait vers des endroits isolés, parfois juste pour pêcher ou profiter du calme au-dessus des nuages. Il y a même eu un moment où il a pensé à quitter le métier d'acteur pour voler à plein temps. C'était le côté de James Harness que la plupart des fans n'ont jamais vu. Un homme qui se sentait aussi libre dans le ciel qu'à cheval. Son amour pour la mer s'est également manifesté d'une autre manière. À la fin des années 1960,
James a fait construire un catamaran de 18 mètres. Il l'a appelé Sea Smoke. Il était rapide et fort, tout comme lui. 1974, il a donné Sea Smoke aux Boy Scouts of America. Il est devenu une salle de classe flottante, enseignant aux enfants comment naviguer, s'orienter et travailler équipe. Des milliers de jeunes ont appris des compétences qu'ils conserveraient toute leur vie. James n'a pas fait toute une histoire. Il ne voulait pas d'éloges. Il voulait juste rendre quelque chose retour. Mais derrière cet homme d'aventure et de générosité se cachait une douleur profonde. La fille unique de James, Jenny Lee Arness, est née 1950. Le 12 mai 1975, quelques jours avant de fêter ses 25 ans, elle s'est suicidée avec des somnifères. La perte a brisé James. Jenny avait joué quelques petits rôles dans Gunsmoke, mais elle avait du mal à trouver sa place. Après le divorce de ses parents, elle a passé la plupart de son temps avec son père. Pourtant, elle rendait souvent visite à sa mère, trouvant le chaos du motel de Virginia étrangement excitant. Mais à l'intérieur, Jenny luttait contre la schizophrénie. La maladie la hantait. Lorsque sa relation avec Greg Allman a pris fin, elle s'est sentie abandonnée et brisée. La douleur est devenue trop forte. Son overdose n'était pas un accident. C'était la fin d'une longue et solitaire bataille. La tragédie a frappé à nouveau 1977. Virginia Chapman, l'ex-femme de James, est décédée d'une overdose de somnifères. Le rapport officiel a déclaré que c'était accidentel, mais après la mort de Jenny, les similitudes étaient difficiles à ignorer. Virginia avait autrefois été pleine de promesses. Après le divorce, elle a dirigé l'Oasis Motel, mais des luttes personnelles et la toxicomanie ont pris le dessus. Pour James, la mort de Virginia a été un autre coup dur. 2 décès, tous deux dus à des overdoses, laissant tous deux des cicatrices qu'il ne pouvait pas cacher. Puis est venue la perte qui l'a complètement brisé. Son fils adoptif Craig, né 1946, était un photographe talentueux. Il a travaillé avec National Geographic pendant plus de 10 ans et a cofondé Westlight, une agence de photographie qui a ensuite été vendue en 1998. Mais la santé de Craig a toujours inquiété la famille. Il a lutté contre l'anémie chronique et des problèmes pulmonaires pendant des années. 2004, le cancer l'a emporté à l'âge de 58 ans. Quand James a appris la nouvelle, il a pleuré comme jamais auparavant. La douleur de perdre Craig a ravivé toute la tristesse de perdre Jenny. Des amis ont dit que James était devenu plus renfermé après cela. L'homme qui avait autrefois affronté la guerre et les pressions d'Hollywood était maintenant confronté à quelque chose qu'il ne pouvait pas vaincre. Le chagrin. Il a passé ses dernières années dans le calme, loin des regards du public. L'été 1975 a été la période la plus sombre de la vie de James Arness. Le 12 mai, sa fille Vanessa de 24 ans, Jenny, est décédée par suicide. À peine 2 mois plus tard, le 12 juillet, Arness a tenté de mettre fin à ses jours. Ça a été un éas. Il était chez lui à Brentwood, Los Angeles, quand il a ramassé une arme à feu, le même type qu'il avait rendu célèbre tant que Marshall Matt Dillon dans Gunsmoke, et a essayé d'appuyer sur la gâchette de sa douleur. Le monde l'avait toujours vu comme fort et incassable. Mais ce jour-là, le chagrin était trop lourd. Personne n'a su la tentative pendant des décennies. Il l'a gardée cachée, comme une blessure privée que personne ne pouvait voir. Le chagrin d'Arness ne se limitait pas à la perte de Jenny. Il se sentait écrasé par la culpabilité, croyant qu'il n'avait pas fait assez pour l'aider. Son corps le lâchait également. Depuis qu'il avait été touché à la jambe pendant la Seconde Guerre mondiale, à Antio, 1944, il avait vécu avec une douleur qui ne disparaissait jamais. Des choses simples comme se tenir debout ou marcher pouvaient te faire très mal. Puis vinrent les problèmes d'argent. Après la fin de Gunsmoke 1975, son chèque de paie régulier a également pris fin. Il se sentait perdu, sans but et sans espoir. Le chagrin, la douleur et l'inquiétude se sont tous effondrés en même temps. Il pensait que la seule issue était d'y mettre fin. Mais Arness a survécu. Il n'a jamais parlé de cette terrible nuit, et la vérité est restée cachée pendant des années. Ce n'est qu'après sa mort
que les gens ont appris ce qu'il avait traversé. Il a laissé des notes qui parlaient de son chagrin d'amour pour Jenny et de la bataille qu'il menait à l'intérieur de lui chaque jour. Il a conservé son image forte, mais à l'intérieur, il souffrait. Même ses proches ne connaissaient pas pleinement la profondeur de sa douleur. Le monde a vu un héros. Il se sentait brisé. Après cette nuit, Harness a changé. Les cicatrices émotionnelles sont restées avec lui. Il est devenu plus discret, s'éloignant des projecteurs. Bien qu'il ait trouvé une certaine paix dans ces dernières années et se soit remarié, la tristesse de perdre Jenny et le souvenir de sa propre tentative ne l'ont jamais quitté. Sa vie est devenue un rappel que même les personnes les plus fortes peuvent mener des batailles silencieuses. Mais il y avait un autre côté d'Harness que peu connaissaient. 1968, au sommet de sa gloire, il a cédé son ranch de 566 hectares dans la vallée de Simi. La terre valait 2 millions de dollars à l'époque. Il l'a remis, avec tous ses bâtiments et ses animaux, au Brandeis Bardeen Institute. On ne lui a pas demandé. Il a juste vu à quel point les enfants étaient heureux au camp voisin et a décidé de leur faire un cadeau qui durerait. Aujourd'hui, cette terre continue d'aider les jeunes à apprendre et à grandir. Son don a fait de l'Institut la plus grande dotation foncière juive dehors d'Israël. Et Harness n'était même pas juif. Il voulait simplement aider. Il y avait aussi des secrets dans sa fortune. Lorsqu'il est décédé 2011, sa famille a découvert que Harness était un commanditaire silencieux dans des entreprises pétrolières depuis les années 1950. Un magnat du pétrole l'avait discrètement fait associer par gentillesse. Les gains, d'une valeur de dizaines de millions, se sont accumulés pendant des décennies, sans qu'Harness ne le sache. Cela a choqué tout le monde. Peut-être avait-il aidé avec des conseils. Peut-être était-ce de la pure chance. Quoi qu'il soit, cela a montré qu'il y avait plus lui que ce que les gens imaginaient. Harness était également connu pour sa loyauté. Pendant 25 ans, Ben Bates a été son cascadeur. Chaque année, Harness s'assurait que Bates obtienne une augmentation. Lorsque Gunsmoke s'est terminé, Harness a donné à Bates le véritable Colt 45 qu'il avait utilisé tant que Matt Dillon. Il lui a dit que l'arme appartenait à un ami, pas dans un musée. Ce moment est resté gravé à jamais dans la mémoire de Bates. Les deux hommes sont restés proches jusqu'à la fin. Harness est décédé le 3 juin 2011 à l'âge de 88 ans. Fidèle à son habitude, Harness a laissé une simple lettre. Elle a été publiée sur son site web le jour de son décès. Il a remercié sa famille, ses fans et sa bien-aimée épouse, Janet. Il l'a appelée la meilleure partie de sa vie. Il était reconnaissant pour tout. Ses mots étaient humbles et gentils, tout comme l'homme lui-même. Même dans la mort, il a montré la même force tranquille qu'il avait montrée toute sa vie.